Dada! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme le dit dans le titre, je vais vous parler de ma grossesse la plus récente et de mon accouchement. Donc ça va être une longue vidéo, prenez votre thé, ou si vous êtes en train de faire le ménage ou être occupé à faire autre chose, mettez vos écouteurs parce que ça va être long. Donc je commence, c'est important que je le dise et je vais le répéter parce que c'est des choses qui sont un peu controversées lorsqu'on parle de grossesse ou d'accouchement, etc. Je suis tombée enceinte de ma fille un peu après avoir eu 43 ans. Donc j'ai eu, voilà, donc j'avais 43 ans. Je dois mentionner que c'était après 2 fausses couches. Donc il faut préciser, une fois que vous êtes dans la quarantaine, une fois qu'on se rapproche, on est vers la ligne de la fenêtre fermante de la maternité, on va avoir des fausses couches lorsqu'il y a des œufs qui ne sont pas nécessairement parfaits. C'est quelque chose qui n'est pas unique à la quarantaine. Beaucoup de femmes qui sont dans le mode à concevoir, même dans leur vingtaine ou leur trentaine, peuvent tomber sur un œuf ou un problème génétique qui fait qu'il y a une fausse couche en fait. Et la façon de savoir ça, souvent, c'est de tout simplement faire tester vos œufs ou faire tester, lorsque vous avez la fausse couche, faire tester le produit de conception, comme on l'appelle du terme technique, ou le fœtus. Donc j'avais quand même eu 2 fausses couches avant. Je voulais vous donner un peu plus de contexte, comme ça, vous n'allez pas vous dire que moi, ça peut vous arriver aussi si vous avez à peu près le même profil que moi. Moi, avant d'être enceinte, j'avais déjà eu mon fils, que je vous ai mentionné, qui était déjà un adolescent quand j'ai eu cette grossesse-là. Et donc une grossesse à terme, une grossesse sans problème, pas de nausées, aucun truc. J'avais fait une vidéo pour parler de ça. Et avec vraiment... moi, quand je suis sortie de ma première grossesse, je me suis dit, mais la grossesse et l'accouchement, c'est quelque chose de magnifique et puis de facile. Tu peux le refaire comme ça. Après, c'est sûr qu'après mon fils, je me suis dit, la prochaine grossesse, il faut absolument que je sois avec un homme avec qui je veux passer le reste de ma vie, qu'on soit mariés, qu'on fasse les choses en bonne et due forme et qu'on ait la même vision de la vie et qu'on reste en fait ensemble pour le reste de notre vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, avec qui j'étais enceinte pour ma fille. Et donc, pour moi, l'âge, c'est pas vraiment un facteur, c'est vraiment tout mon côté santé. Donc, j'ai pas d'antécédents médicaux, rien, ni dans ma famille non plus. Et puis, donc les 2 fausses couches étaient attribuées, une à un problème génétique, et puis l'autre c'était attribué en fait à une infection d'un micro-organisme qui s'appelle Homonis, j'ai oublié le nom et je ne l'ai même pas écrit pour cette vidéo, mais c'est un micro-organisme qu'on trouve naturellement dans le corps, mais qui peut provoquer de l'infertilité, surtout en période de stress, choses comme ça. Je me sentais pas plus stressée que ça non plus, mais ça nous a quand même pris 2 tours d'antibiotiques pour nous débarrasser de ce truc-là, qu'on a fait, et puis voilà, après ça, je suis tombée enceinte et c'est la grossesse dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, pour ma grossesse, je dois quand même dire que la différence c'était que j'ai vraiment été, j'ai commencé immédiatement quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à avoir de la nausée. Comme je vous l'ai dit, avec mon fils, j'avais aucun symptôme. J'avais pas mal au sein, j'avais rien. Même tout le premier trimestre, j'avais pas d'urination fréquente. Donc j'avais vraiment aucun symptôme. Par contre, avec ma fille, tout de suite j'ai eu la nausée. Tout de suite je devais me lever pour aller aux toilettes fréquemment dès les premières semaines. Et bien sûr, on faisait très attention parce qu'on se disait, on sentait quand même d'avoir eu 2 fausses couches et puis on voulait s'assurer qu'on va dépasser la date des anciennes fausses couches. Mais malgré tout, je pense que mon mari est quelqu'un de très très optimiste, donc pour nous c'était à chaque fois que tu tombes enceinte, on va célébrer, peu importe ce qui arrive, comment ça aboutit, et je pense que c'est une des meilleures approches à avoir en fait.
célébrer la vie quand elle est là, et puis comprendre que aussi le départ et la mort, ça fait partie de notre expérience en tant qu'humain. Donc la fausse couche, je me suis pas blâmée ni rien, et puis on s'est bien entendu que ce sont des choses qui font partie de la vie. C'est pas des choses qui arrivent seulement aux autres, ça peut arriver à n'importe qui. Donc pour moi, la grossesse, c'était une grossesse avec beaucoup de nausées. J'ai pas vomi, c'était vraiment de la nausée, et la nausée des fois le matin, des fois l'après-midi, des fois le soir, et c'était vraiment... et donc je pouvais vraiment pas beaucoup manger. J'aimais pas l'odeur de certaines nourritures. Mon mari m'amenait quelque chose que j'aimais, même le poulet parfois, je trouvais que ça avait un goût bizarre, que ça avait une odeur bizarre. Donc il y a vraiment le premier mois, je dois dire que le premier mois c'était assez difficile pour manger. Des fois où je me couchais et j'avais rien mangé de la journée, j'ai peut-être mangé 2-3 cornichons et puis un morceau de saucisse séchée, parce que c'est tout ce que, tout ce que je peux pouvoir tolérer de manger. Ensuite, on a regardé un peu en ligne pour voir quelles sont les autres choses que je pourrais prendre, et puis on a commencé à prendre des crackers. Et ça, je pouvais supporter ça un peu mieux. J'avais essayé le gingembre, le ginger. Ça aidait un peu, mais ça me permettait de ne pas tellement ressentir le côté nausée. Mais ça ne me permettait pas de manger à ma faim, en fait. Donc mon premier trimestre, j'ai vraiment perdu 5 kilos. Parce que je mangeais pas, je pouvais pas manger des choses que je supportais pas. Après, c'est sûr qu'on a rajouté des petits trucs comme des crackers, des trucs comme ça que je pouvais manger, tolérer, mais la plupart des repas, je pouvais pas. Et par contre, je me couchais, et pendant cette grossesse, surtout le premier trimestre, je rêvais constamment que j'étais en train de manger, quoi. Et je sais pas si on parle souvent que le subconscient fait pas la différence entre la réalité et ce qui ne l'est pas. Donc ça veut dire que peut-être je me voyais en train de manger, et puis mon subconscient disait à mon corps que ah non, j'ai déjà mangé, c'est pas la peine, ou me laissait pas. Mais quel qu'il en fût, je faisais des rêves, je faisais plein de rêves, et en gros c'était où je me voyais revoir certains de mes souvenirs, en fait, des souvenirs quand j'étais au travail au Canada, où je prenais mon lunch. Soit j'allais dans un resto, soit j'étais dans un resto, soit je réchauffais mon lunch, ou je mangeais en bas, il y a un petit resto où mon bureau se trouvait. Et donc mon rêve, c'était vraiment, lors de la pause, je me voyais en train d'aller commencer à manger, je passais le rêve à manger, et une fois que j'avais fini de manger, paf, je me réveille, ou paf, le rêve est terminé. Et donc ça, c'était un des signes que je me disais, ok, ce bébé est vraiment en train de revisiter tous les différents plats, parce qu'il y avait des plats vietnamiens, des plats un peu, bon, bien sûr des plats camerounais, etc. Mais je faisais le tour du monde de ma cuisine culinaire et de mes goûts culinaires, en fait. Et c'est après, en fait, qu'un soir, je dis à mon mari, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis en train de regarder, je ne sais plus, une vidéo de quelqu'un qui est en train de manger, et il me dit, mais tu passes plus de temps à regarder les autres manger que de manger toi-même. Et je dis, effectivement, mais je pense que ce bébé, il essaie de me dire quelque chose, parce que j'arrête pas de rêver que je suis en train de manger, et je supporte pas, j'ai faim. Et là, c'est comme une lumière qui s'est allumée, et j'ai dit à mon mari, elle est en train de me dire ce que je dois manger, en fait. ou ce qu'elle veut manger, ou ce dont j'ai besoin. Et à partir du moment où on a fait ça, oh, là j'ai pu manger, pas des grosses quantités, mais j'ai pu manger, je dirais, suffisamment pour pas me coucher l'estomac vide, en fait. Donc plusieurs fois c'était la sauce gombo, le couscous de maïs avec la sauce gombo, et donc il y a des... Dès que ça fait le déclic, j'ai dit à mon mari, écoute, demain il faut que tu ailles au marché, tu me ramènes ci, tu m'amènes ça. Et je lui dis ça parce que je ne peux pas aller au marché au Sénégal. Il y a tellement, les odeurs du marché sont telles que la nausée m'aurait rendu KO. Donc pendant tout le temps, presque toute ma grossesse, c'est mon mari qui allait faire le marché. Donc il a dû se débrouiller. Et ça, c'est vraiment les avantages aussi d'avoir un partenaire, un mari sur qui on peut compter, qui vraiment m'a soutenue de façon que moi j'aurais même pas imaginé.
Et donc ce jour-là, il a fait le tour du marché pour me ramener du gombo. Et vraiment, j'étais à la vraiment, on venait d'arriver à Ziguinchor, on n'avait même pas de mortier ni rien. Donc il a aussi été au marché, on n'avait pas de mixeur. Il a été au marché pour m'amener un mortier. Et je sais que la première fois qu'il a amené le gombo, il fallait tellement que je mange ce gombo-là ce jour que je lui dis écoute, on n'a pas de mortier, on n'a pas de mixeur, donne-moi le gombo. Je l'ai découpé en petits morceaux. Pour les gens qui connaissent le gombo, c'est un légume qu'on découpe l'intérieur, il y avait des boules et c'est un peu visqueux. Et ça, on fait de la sauce gombo. Ça existe un peu partout en Afrique, au Cameroun, on appelle ça typiquement la sauce gombo. Ici au Sénégal, ils appellent ça soupa kanja. Ils ont aussi en Côte d'Ivoire, où j'ai habité pendant quelques temps, le nom m'échappe. Je ne sais plus si c'est sauce graine ou la sauce guagua, je ne sais plus. Mais il y a des versions de la sauce gombo un peu partout en Afrique, et puis dans d'autres pays aussi on mange le gombo. Donc j'ai pris ça et puis j'ai découpé en petits morceaux, j'ai pris une bouteille et que j'ai bien lavé et que j'ai tapé le gombo pour le rendre plus visqueux, pour faire sortir les essences avant de faire la sauce, et puis de tourner le couscous de tourner le couscous pour qu'on puisse manger. Et franchement, je me suis pris une demi-boulée de la sauce et j'étais bonne, quoi. Et c'était mon premier repas après avoir fait plusieurs semaines en mangeant justement juste des cornichons et des crackers. Cornichons, la saucisse séchée et des crackers, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, la sauce gombo, dès qu'elle elle me montre un plat, en fait, c'est ça qu'on va cuisiner. Donc, j'ai fait plusieurs fois la sauce gombo, c'était un peu le maître de base. Et ça, c'est intuitivement, c'était avant que moi, j'aille rechercher tous les nutriments qu'il y a dans la sauce de gombo, qui fait que c'est un très bon plat, en fait, pour les femmes enceintes. Donc, mettez-le sur votre menu lorsque vous tombez en grossesse, parce qu'il y a beaucoup de nutriments là-dedans. Bien sûr, j'ai aussi fait, justement de ce que le bébé est en train de me dire de prendre, le banh mi, c'est un pain vietnamien avec, je pense que c'est avec du porc braisé que j'ai fait ça. Aussi du pho, c'est une soupe vietnamienne avec, comment on appelle ça? Avec de la sauce marinée de porc dedans. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à trouver les mots. En anglais, on dirait que c'est avec broth, beef broth. Et j'en trouve pas juste le mot en français de broth en ce moment. Mais enfin bon, c'est un plat, le pho, si vous cherchez, c'est un plat vietnamien. Une bonne soupe avec plein de légumes dedans. Et puis je pense que c'était aussi avec du poulet qu'on avait fait ça, du poulet grillé. Et donc doucement avec le biryani, le poulet biryani, j'ai fait ça plusieurs fois. En fait, c'était un mélange entre mes plats préférés, de ce que je mangeais souvent, qui me viennent un peu partout, que le bébé me visait. Par exemple, tant que j'ai pas mangé du biryani, je vais continuer de rêver de me voir en train de le manger. Et c'est un peu comme ça que quand je me suis dit à mon mari, c'est peut-être la petite qui essaie de me dire quelque chose, et on a commencé à faire ces plats-là, que je me suis dit, ok, je me sens mieux. Oh, j'ai un peu moins de nausées, ça va déjà mieux. Oh, et puis je peux aussi me coucher sans avoir le ventre qui grisouille parce que j'ai faim. Je peux me coucher sans... Et puis à ce moment-là, justement, comme je vous dis, le premier trimestre, j'ai perdu 5 kilos. J'étais un peu inquiète, donc quand on voyait le médecin, il s'assurait de bien regarder est-ce qu'elle grandit bien. Mais elle grandissait sans problème. Et puis il nous disait de ne pas trop s'inquiéter pour la perte de poids, parce que premier trimestre c'est pas grave, quoi. C'est seulement après, si ça continue, qu'il faut un peu faire attention. Et je buvais quand même beaucoup d'eau, de thé, pas des trucs sucrés, parce que justement en étant enceinte, c'est comme si mon goût pour le sucre avait été tellement tourné vers le haut que moindre petit truc, on mettait un tout petit peu de sucre, et pour moi je disais que c'est trop sucré, il fallait que ce soit dilué. Donc encore une fois, c'est un truc que la petite est en train de me faire, justement pour m'assurer que j'ai jamais de diabète gestationnel, je pense, parce que je n'étais pas capable de prendre les choses qui étaient trop sucrées. Même les fruits, il fallait qu'ils soient pas trop sucrés, en fait, pas trop mûrs.
Et donc ça, je voulais le noter parce que quand je parle de la grossesse, je parle pas juste de l'aspect physiologique où je vais vous dire ok, je me sentais fatiguée ou j'avais de la nausée, mais aussi de l'aspect plus spirituel. Donc vous pouvez voir que dans ce que vous échangez, il y a comme une connexion entre mon bébé et moi, où mon bébé me montre certaines choses. Et je dois dire que si vous aviez regardé ma vidéo où je parle de ma grossesse avec mon fils, c'est vrai que je dis chaque grossesse est vraiment unique parce qu'on ne sait pas ce qu'on va apprendre et on ne sait pas comment la communication entre vous et le bébé va être lorsque vous êtes complètement ouverte à ça. Et moi j'étais complètement ouverte à savoir qui est ce bébé, il vient pour faire quoi, comment est-ce que je peux l'assister de mon mieux, etc. Et pour créer le meilleur environnement pour ce bébé-là. Moi je savais très bien qui était ce bébé et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais à travers les rêves, je vous parle souvent des rêves en vous disant les rêves c'est votre clé, c'est votre super pouvoir, on rêve tous, il vous suffit de faire quelques changements si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, on va vous en rappeler. Regardez mes vidéos sur les rêves parce que c'est là où vient l'information sur le futur, sur le passé, sur ce qui se passe présentement, etc. L'information que vous avez besoin de savoir sur le moment. Donc c'est super important de faire attention à ces rêves et d'écouter ces rêves pour pouvoir justement profiter de ces informations-là. Et donc avec la petite, c'était des messages assez clairs. Une fois que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je passe mon temps à arriver de manger alors que je crève de faim et que j'arrive pas à manger? Et quand le déclic a été, c'est la petite en train de me montrer ce que je devrais manger, en fait, ce qu'elle veut manger, ce qui va aussi être adapté avec mon corps. Et quand j'ai commencé à manger de cette manière-là, je n'avais pas de vomissement, c'est de la nourriture que quand c'était prêt, ça sentait bon, j'avais envie de manger, au lieu que par exemple mon mari m'amène quelque chose et puis même si l'idée, je disais oui j'ai trop envie de manger ça, après on me l'amène et puis c'est comme l'odeur, il y a quelque chose qui fait que je supporte pas, j'allais manger des crackers ou je vais prendre 2-3 bouchées puis je vais arrêter quoi. Et donc avec le bébé, je disais ok, je sais exactement ce qu'il faut que je mange. Alors je disais à mon mari, ok voici, on va faire les courses pour ça et puis je ferai, on va acheter du pain, on va faire du banh mi, on va faire ci, on va faire ça, on va faire du faux, je vais faire le bouillon. Voilà, le bouillon de bœuf, je vais le faire moi-même, on va mettre des morceaux de bœuf et puis je vais faire ci. Donc toutes ces choses-là, le biryani, tous les plats que j'ai mangés pendant ma grossesse, c'était vraiment des plats que le bébé me disait ok, go, 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 c'est ça. Et en regardant, ce sont des plats qui sont riches en nutriments. Donc ils ne sont pas vraiment tout denses parce que le faux, vous allez voir, c'est une soupe qui est basée sur un bouillon avec un peu de sauce de soja et des légumes. On avait mis du poulet. Mais c'est très léger et c'est plein de minéraux, c'est plein de bonnes choses dedans. Donc moi, j'avais même pas besoin de me dire ok, il faut que j'aille voir un nutritionniste, qu'on me fasse un plan, etc. La petite me guidait exactement dans ce qu'il fallait que je mange. Et elle l'a fait du début de la grossesse jusqu'à la fin. Et puis quand j'allais, par exemple, je retournais à Sali, je dirais à ma mère, oh j'ai envie d'un gombo avec ci, avec ça dedans. Et puis bon, il y avait des choses que ma mère aussi, elle avait faites, mais c'est pour vous dire que quand on est vraiment en connexion avec le bébé nous dit lui-même qu'est-ce qu'il a besoin en fait pour continuer dans son développement et ce qui est optimal. Donc au lieu de manger par exemple du tchéboudjian, comme ici il y a du tchéboudjian tous les jours, déjà que moi je mange pas, j'aime pas manger du riz tous les jours, en tant que Camerounaise c'est peut-être notre côté un peu gâté parce qu'au Cameroun il y a tellement de nourriture diversifiée qu'on pourrait ne pas manger la même chose toute la semaine, quoi. Et donc, c'est peut-être ce côté-là aussi qui faisait que le bébé a besoin de toutes ces variétés-là pour grandir. Et moi, ça m'a juste fait le déclic et puis j'ai vu que tout se passait très bien. À la fin du premier trimestre, elle était où est-ce qu'elle devait être en fait. Elle mesurait en fait aussi un peu plus grande, quelques jours un peu plus grande. Donc on était vraiment très contents. Et puis on a dit, ben ça marche, on continue comme ça. Même si moi je mangeais, mais je mangeais en petite quantité quand même. Et ça c'est parce que justement je mangeais plus pour le bébé que pour moi je pense. Parce qu'à l'époque j'avais quand même un peu de surpoids par rapport à ce que moi j'aime. De la façon dont moi j'aime. Pour la majorité de ma vie, moi j'ai été à 140 livres. Je sais pas en kilos. 140 livres. 142 livres c'est un peu mon poids idéal et c'est le poids auquel j'ai été toute ma vie. Jusqu'à la grossesse de mon fils où j'avais pris je pense 5 ou 6 livres
que j'ai immédiatement reperdu à la fin de la grossesse aussi. Et donc c'est mon poids idéal. Et avec ce bébé, la pandémie, j'avais pris un peu de poids, donc j'étais peut-être à 55 comme ça. Donc c'est déjà pour moi pas mon poids normal, idéal, préférable. Et donc je me suis dit que comme je mangeais aussi, c'était probablement que la petite, je mangeais plus pour la petite que pour moi parce que ces réserves-là vont partir. Donc en gros c'était ça. J'avais 2 médecins, un ici, un en Casamance et un à Hambourg, qui faisaient le suivi. Et ça se passait très très bien. J'avais trouvé mon médecin le premier en cherchant une clinique privée à Hambourg. Et c'est lui qui nous a fait le premier scan pour voir qu'elle était là à 4 semaines. Il y avait un sac qui était encore vide, mais il nous a dit que c'est parce c'est trop petit. Et qu'il fallait qu'on attende 2 semaines avant de faire un autre scan pour s'assurer qu'on avait un battement de cœur. Et ça, c'est conseillé quand on a eu des fausses couches par le passé. C'est préférable de faire un scan pour s'assurer que le cœur a commencé à battre. Et c'est aussi vraiment là qu'on sait qu'il y a eu l'étincelle de vie qui est en nous et qui est en nous. Donc on a vu ce médecin-là, il nous a fait ce premier ultrason et puis il nous a dit, bon, recommandé d'en faire un autre dans 2 semaines. Mais dans 2 semaines, nous on partait pour la Casamance, donc on allait faire ça avec un autre médecin là-bas. Et donc on lui avait demandé de nous recommander quelqu'un. Il nous avait recommandé une clinique, on a été là-bas. Et on a eu la confirmation que le cœur battait bien, que le bébé était là et tout. Et puis ce médecin-là aussi, je dois dire, m'avait aussi mis sur supplément de progestérone, juste pour s'assurer que ce ne soit pas un facteur, une progestérone qui est peu élevée, ne soit pas un facteur de fausse couche potentielle. Et ça, c'est juste parce que c'était par précaution, parce que j'avais lu dans plusieurs recherches et dans le groupe de femmes, notamment beaucoup de femmes qui avaient eu plusieurs fausses couches avant qu'on s'aperçoive que c'était en fait le taux de progestérone qui était un peu trop bas et qui causait les fausses couches. Et la dernière fausse couche qu'on avait eue, on l'avait testée, était tout à fait normale. Le produit de conception était normal. Donc ce n'était pas dû à un problème génétique. Par prévention, le médecin a préféré me mettre sous supplément de progestérone. Donc c'est quelque chose aussi que vous devriez regarder si jamais vous avez eu plusieurs fausses couches, votre niveau de progestérone, ou demander à être mise sous progestérone par moyen de prévention. Et puis c'est pas quelque chose qui est trop intrusif parce que c'est un ovule que vous mettez la nuit et puis ça ressort. C'est pas une injection, c'est pas un médicament qui va faire tout votre système, etc. Donc voilà. À part ça, la grossesse s'est très très bien passée. Et donc on faisait les allers-retours. Et il n'y avait vraiment rien de négatif. À chaque fois qu'on faisait une consultation, tout se passait bien. Au début de la nausée, vers la fin du premier trimestre, la nausée s'est atténuée et ensuite elle a complètement disparu. Donc j'étais beaucoup plus à l'aise. La seule chose que je dois dire, c'est que ma fille, je la portais très bas. Et ça, je sais pas, j'avais déjà entendu dire que parfois ils nous disent que oh, c'est les garçons qui sont bas, parfois ils disent que c'est les filles, mais ma fille, je la portais très bas. Donc j'avais mal au bas du dos dès le début du 2e trimestre. Alors qu'avec mon fils, pas de problème. Et mon fils, ça m'a aussi aidé quand je savais que je devais aller à l'hôpital parce que je l'ai senti descendre. Alors que ma fille était déjà très bas. Donc ça, c'est quelque chose à considérer parce que comme elle était très bas, je me suis efforcée, chaque soir je faisais mes exercices. Donc je me suis moi-même fait une petite combinaison d'exercices qui incluait rester accroupi pour au moins commencer 10 secondes à la fois pour y arriver parce que une des positions idéales pour accoucher, c'est être accroupi. Malheureusement, moi, je suis pas. Ça fait très longtemps que j'ai quitté le Cameroun et que je m'assois plus sur les petits bancs quand on fait la cuisine qui te permettent d'être accroupi assez bas, proche du sol, avec les pieds plats sur le sol. Ça fait que cette flexibilité-là, je l'avais plus trop. Et donc, je me suis mise à faire un peu de yoga et à faire ces exercices-là d'accroupissement tous les jours qui permettent non seulement d'avoir plus de flexibilité dans cette position-là, mais aussi de donner de la flexibilité aux muscles du périnée, justement, pour qu'ils se stretch
Donc c'est pas une question de pomper le périnée pour qu'il soit un muscle qui soit concentré, qui soit contracté, mais plus de lui offrir plus de flexibilité pour qu'il puisse faire comme un élastique et s'étendre. Donc je faisais ça tous les soirs avec le ballon aussi, où je passais, je restais assise sur le ballon à remuer un petit peu, etc. Là. Et ça m'aidait juste mentalement à me dire qu'ok, je suis mon plan, je suis préparée, et je pourrais, dans d'autres vidéos, partager avec vous certains des livres qui m'ont aidé à trouver ces exercices, à faire mon petit entraînement en fait. Bon, même avec mon fils, je faisais aussi des exercices. Ma mère, elle était kiné à l'époque quand j'étais en... Elle faisait sa formation de kiné en même temps infirmière d'État. Et donc, pour son diplôme d'infirmière d'État, pardon. Et donc, on avait des exercices au ballon qu'on avait trouvés en ligne, qu'on avait aussi fait comme ça, que je faisais avec elle au centre où il y avait de kinésiologie. Donc, dans les deux cas, j'étais en train de faire de l'exercice, une forme d'exercice, et puis des exercices qui, au lieu de demander de l'endurance ou du cardio, c'est vraiment juste pour m'assurer que j'ai une petite circulation qui est faite, circulation sanguine, mais surtout la flexibilité de ces endroits-là, la flexibilité de mes hanches et puis du périnée, et bien sûr les exercices de Kegels que je faisais aussi assez fréquemment. Et notamment à chaque fois que j'allais aux toilettes, parce que ça me permet, comme je vais aller aux toilettes fréquemment, ça me permettait aussi de me rappeler de les faire. Donc c'est un peu ça, mais la grossesse, ultimement, s'est passée sans problème. À 38 semaines, le médecin m'a dit à 38 semaines, tous les organes sont faits, ses membres sont faits, il n'y a aucune anomalie, tout est parfait et tout. Et le médecin m'a dit, ben là, elle pourrait venir n'importe quand maintenant. Et puis... avec lui, il me disait que souvent le deuxième peut tarder à venir, mais bon, il m'avait aussi demandé quel poids faisait mon premier bébé, qui était 3 kg 300 ou 3 kg 400 comme ça. Donc il me disait, oh, souvent le deuxième bébé est plus gros. Ben non, parce que ma fille, elle était 3 kg. Donc la grossesse s'est passée sans problème. Maintenant, j'étais assez particulière, sachant que j'allais accoucher à Ziguinchor. J'avais déjà parlé un peu avec les médecins de Ziguinchor en lui disant, voici mon programme d'accouchement, comment on aimerait que l'accouchement se déroule. On voudrait que ce soit un accouchement à domicile. Donc lui, il était tout à fait ouvert, étant donné que l'autre médecin et lui-même m'avaient dit, ok, il n'y a aucune complication, tu peux accoucher à la maison sans problème. Par contre, il avait quand même fait l'évaluation. Il était aussi venu chez nous pour voir les lieux, parce que justement, tu dois t'assurer que si jamais il y a une urgence, tu es capable de sortir rapidement de la maison et puis d'aller à la clinique. Et aussi, on habite à peu près à 15 minutes en voiture de la clinique, donc on n'est vraiment pas loin. Avec mon mari, on avait déjà fait des petits essais pour voir, ok, s'il est capable de me porter pour que je puisse aller à la voiture, de m'amener dehors pour qu'on puisse partir. On avait fait ça 2-3 fois pour s'assurer que si moi je ne l'aide pas du tout, et que je suis en état critique et il doit me sortir de la maison pour y aller en urgence, il n'y a pas de problème, il arrive à le faire. Donc ça, c'était un peu... On l'a fait une fois juste parce que, mais on se disait, il ne va pas y avoir d'urgence, mais faisons-le, comme ça, on n'a pas à se soucier de ça si jamais ça se produisait. On a déjà vu ce scénario-là et c'est déjà fait. Donc, on avait fait ça entre nous. Moi aussi, j'avais trouvé un de mes livres, en fait, je regardais une vidéo sur YouTube et une femme a mentionné un livre qui parlait de la méthode Bradley pour l'accouchement, qui est une méthode qui est très utilisée, qui permet en fait de vous aider à gérer la douleur. Donc là, je me suis dit, oh, j'étais déjà à 37, donc il me restait peut-être 2-3 semaines avant que la petite n'arrive. Et donc je me suis dit, je peux pas lire... non, je pense que je l'ai trouvé quand j'étais au début le dernier mois du troisième trimestre. Parce que je me rappelle que j'ai vu le livre, de temps que je le commande et qu'il arrive, il ne me restait pas beaucoup de temps. Et je me disais, la méthode Bradley, il y a des gens qui font des certifications là-dedans, etc. Moi, je dis, j'ai pas le temps pour aller trop en profondeur. Il faut juste que je parcours le livre et je cherche l'information qui résonne le plus pour moi, dont j'ai le plus besoin. Et que je regarde dedans, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider mon mari à pouvoir m'assister pendant l'accouchement. Et on a sélectionné
deux éléments clés. Un, c'est pour la respiration. Donc s'assurer qu'on fasse les exercices de respiration ensemble, qu'il voie lui la différence pour qu'il puisse me recadrer si jamais je commence à respirer trop vite ou pas en tune, qu'il puisse me dire de me calmer. Et puis l'autre, c'était le positionnement lors de la période de travail. Donc quand vous avez, pendant que la dilatation se produit, avant que vous puissiez accoucher, la position à prendre. Et donc je me mettais, et puis mon mari vérifiait que j'étais dans la bonne position. C'était vraiment les deux choses clés que j'ai dit à mon mari, ces deux choses-là, il faut qu'on les maîtrise. Le reste, après, c'était juste de comprendre le mécanisme. Et il y avait quelque chose d'autre dans ce livre-là qui était aussi clé pour moi. C'était vraiment le mécanisme de comment les contractions et le bébé, le réflexe du bébé qui, en fait, les contractions ne sont pas des choses qui sont anodines, ce sont vraiment des éléments où vous travaillez avec votre bébé avec votre bébé et votre corps pour pouvoir amener le bébé à sortir sans problème. Et il y avait cet exemple dans le livre qui était si vous faites, le bébé fait comme un réflexe, si mon bébé était déjà tête vers le bas, donc si vous mettez votre main sur le haut de votre ventre et que vous appuyez un peu sur ses pieds, il va avoir le réflexe de pousser en fait, de vous pousser, de s'appuyer sur votre main pour se pousser vers le bas. Ce qui indique en fait, c'est que le bébé est dynamique dans le ventre. Ce n'est pas juste passif. Et que ce dynamisme-là, il intervient aussi lorsqu'il y a les contractions, parce que les contractions vont commencer à le pousser, et il peut aussi pousser avec ses pieds contre votre utérus pour continuer à descendre. Ce n'est pas des choses qui sont fortes, parce que quand je vous dis il va pousser, vous avez peut-être l'impression de voir un petit enfant qui pousse super fort, alors qu'en fait, c'est pas très fort, quoi. Mais c'est pour vous dire que votre bébé, malgré qu'il est à l'intérieur de vous, il travaille aussi, il veut sortir, il veut venir. Et pour moi, c'était très intéressant d'avoir ça en tête pendant ce processus de préparation-là. Après, il y a d'autres livres clés que j'ai lus que je vais vous recommander parce que ça va aussi démystifier beaucoup de choses dans votre tête, ça va aussi vous apaiser pour éviter des interventions qui pourraient être inutiles. Surtout si par exemple votre dilatation ne va pas assez vite ou vous ne trouvez pas qu'elle aille assez vite, il y a des astuces en fait pour vous faciliter la dilatation sans que ce soit provoqué par des médicaments. Et ce livre, je ferai peut-être une vidéo séparée où je vous présenterai tous les livres. Et je pense que tous les livres sont des livres que moi j'ai lus en anglais mais qui sont disponibles aussi en version française. Et donc j'avais lu ça et ça m'a vraiment ouvert l'esprit en me disant voilà, je sais il faut que je respire, comment je dois respirer, comment est-ce que je dois me préparer quand le travail commence pour que je puisse gérer la douleur. Et je dois dire que cette méthode-là pour moi a été un bijou, un cadeau parce que oui, avec mon fils, mon premier accouchement, la douleur, quand les contractions ont commencé, je savais que ok, il faut que je m'aille à l'hôpital, ça me fait mal. c'est pas une fausse contraction, un truc comme ça. D'ailleurs, je dois vous dire, moi j'ai jamais eu de fausse contraction. Quand les contractions commencent, ça veut dire que c'est aujourd'hui, la machine est en route. Et je sais qu'avec mon fils, j'ai tenu jusqu'au bout, jusqu'au moment où j'ai dit au médecin, oh j'en peux plus, donnez-moi la péridurale. Et le médecin m'a dit non, pas de péridurale, la tête est déjà là. Il est déjà là en fait. Et ça m'a quelque part réconfortée parce que dans le livre de Ina May, qui est une sage-femme américaine, elle dit justement que le moment où vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus, c'est parce que c'est presque fini. Et pour moi, mot pour mot, c'est comme ça avec mon fils. Je croyais que j'en pouvais plus. Je disais, là, j'en peux plus, je vais m'évanouir, donnez-moi la péridurale. Et le médecin a dit, la tête est là. Et puis quelques minutes après, c'était terminé. Bébé était né. Et donc, ce qui m'indiquait déjà que, oui, j'ai fait tout le long sans la péridurale. C'est pas les 5 secondes où j'ai demandé de l'avoir. Je suis contente qu'ils ne me l'ont pas donné aussi. Parce que j'étais capable de le faire et que le bébé est sorti à quelques poussées après ça. Et donc, pour cette grossesse-ci, je me disais, là, la méthode Bradley, elle m'a permis de tellement gérer les contractions que, oui, ça me faisait mal, mais c'était pas comme la première fois où je me disais, je vais m'évanouir, je vais peut-être hurler aussi, parce que je me disais, ça me fait tellement mal que j'ai envie de hurler, même si je l'ai pas fait. Parce que ta tête va dans tous les sens, que tu as besoin de te focusser, de te concentrer. C'est comme si on pinçait très fort. Tu voulais hurler, mais tu trouves pas les mots, t'as pas la voix pour le faire.
Et donc, avec la grossesse de ma fille, d'avoir trouvé cet outil qui me permettait juste de plus me détendre en me disant ne combats pas la contraction, détends-toi le plus possible à chaque fois qu'il y a une contraction, laisse-la passer en fait. La contraction c'est comme une vague en fait, laisse-la juste passer à travers toi, ne frustre pas son chemin parce qu'elle est là pour t'aider, pour amener le bébé le plus proche de toi et elle fait une grosse partie du travail pour toi en fait. Donc quand j'ai lu ça dans ce livre, j'étais comme « Oh, ça c'est une façon tellement bien de le voir ». Et pour vous donner un petit peu des côtés un peu plus spirituels, c'est que ma fille, à la 24e semaine, ou autour du scan pour l'anatomie, pour vérifier que tous les organes étaient bien formés, etc., ma fille avait la tête en haut. Et donc là, le médecin il m'a dit, bon, elle a encore le temps de se tourner et tout ça, mais ça veut dire qu'on va monitorer ça pour s'assurer qu'elle soit la tête en bas, plus on se rapproche de l'accouchement. Et je me souviens que je suis sortie de là, quelques jours plus tard, je lui disais, écoute ma petite, il faut que tu te tournes, il faut que tu te tournes. Mais j'ai pas fait juste lui dire, je dis, il faut que tu sois dans la bonne position qu'il faut pour que tu puisses tranquillement sortir sans me faire trop mal, quoi. Et sans te faire trop mal à toi aussi. Et en plus de lui avoir dit ça, chaque soir je me mettais à quatre pattes parce que j'avais regardé un peu sur internet, quand on se met à quatre pattes, le bébé a plus de latitude pour bouger dans votre ventre. Donc je passais au moins 45 minutes à quatre pattes tous les jours, tous les soirs. Et rendue à la 35e semaine, elle était tête en bas. Parce que c'était le scan qu'on avait fait quand le médecin... 38e semaine, pardon, quand le médecin estimait que voilà, on se rapproche de l'accouchement, il faut qu'il fasse une évaluation de où est-ce qu'elle est, de confirmer ça et de voir s'il n'y a pas s'il pouvait voir le cordon ombilical pour voir est-ce qu'il est trop long, est-ce qu'il est trop court ou qu'est-ce qui se passe avec ça pour voir s'il n'y avait pas de soucis à se préparer pour. Et à la 38e semaine, il dit ah ben elle est tête en bas, elle est parfaite, il n'y a pas de problème avec le cordon, il n'y a rien. On va pouvoir y aller, elle peut venir n'importe quand maintenant. Donc ça, c'est déjà rassurant de savoir que si elle sortait à ce moment-là, elle serait capable de respirer sans avoir à aller aux urgences ou quoi que ce soit. Ça, c'est super. Et puis après, pour moi, en me disant, elle m'écoute, elle s'est retournée. Donc on a vraiment cette complicité-là où quand je lui dis quelque chose, elle m'écoute. Et moi, c'est pas quelque chose de nouveau parce qu'avec mon fils, c'était pareil. Quand ma dernière visite chez le gynécologue, il m'a dit, mais écoute, sa date de sortie, c'est ce week-end. S'il n'est pas sorti ce week-end, parce que ça m'aurait fait 42 semaines à pile poil, s'il n'est pas sorti le week-end, le lundi, on va devoir déclencher avec un médicament. Et moi, à l'époque, je ne savais même pas c'était quoi, quel médicament qu'ils allaient utiliser, quelle méthode. Tout ce que je me souviens, c'est qu'on sortait de chez le médecin et je disais à mon bébé, écoute, tu veux pas qu'il te sorte de là par force, je veux que tu préfères que tu sortes de toi-même. Et j'ai hâte de te voir, de t'avoir dans mes bras, etc. Et le lendemain matin, boum, les contractions ont commencé, il est sorti. Donc avec ma fille, je me suis juste dit, je vais faire la même chose, je vais lui parler, je vais être le plus en séquence avec elle, et puis tout va bien se passer. Maintenant, 2 points super spirituels, c'est que 2 fois, quand j'avais un peu, vous voyez, vous vous rapprochez de la fin et puis vous savez pas comment ça va se passer, etc., vous pouvez avoir des doutes et j'ai fait un rêve que j'avais accouché et elle était dans mes bras. Je n'avais pas vu comment l'accouchement s'était passé, j'étais juste dans le rêve avec elle dans mes bras. Et quelques semaines ou quelques jours d'écart avec ça, mon mari avait rêvé la même chose. Qu'elle était née, il n'avait pas vu l'accouchement non plus, mais il l'avait dans ses bras et moi j'étais à côté, on était toutes les deux en bonne santé. Et pour moi, c'était 2 signes que tout allait bien se passer. Donc après ça m'a donné juste le ok pour me dire ok, relaxe-toi, continue de faire ce que tu fais. J'ai pris quelques autres outils pour m'aider mentalement à juste être dans la zone, à avoir quelques affirmations, à avoir spirituellement les forces que je voulais avoir avec moi pour faire cette transition-là. Et ça, j'en parlerai dans une vidéo plus sur la spiritualité, probablement dans le cours sur la grossesse et les aspects spirituels de la grossesse. Mais c'est juste que c'est à vous de choisir en fait le conditionnement mental que vous voulez avoir, dans lequel vous voulez être lorsque vous voulez aller accoucher. Donc, moi, comme je l'ai dit avec mon fils, quand les contractions commencent, c'est le jour J.
Donc avec ma fille, cette grossesse-là, pareil, j'ai pas eu ce qu'on appelle les contractions Braxton Hicks, qui sont des fausses contractions où votre corps en fait s'entraîne avant le jour J, mais il fait pas que s'entraîner aussi, il essaie de mettre des choses en place, ça veut dire que tout n'est pas forcément en place aussi, je pense, et puis il faut des contractions pour mettre les choses en place, pour essayer de faire avancer les choses. Donc moi, comme elle dit, 38 semaines, on avait le dernier ultrason qui était bon, et puis après on avait un autre rendez-vous à 39 semaines, 39 semaines et quelques jours, et puis ensuite sa date était pour le 10 juillet. Et synchronicité parce que pour me préparer pour le postpartum, j'avais déjà fait venir, mes parents devaient venir, et puis ils devaient venir une semaine avant la date, et puis j'avais demandé à un de mes frères qui est cuisinier de venir être mon chef en fait, mon chef privé pour me faire des petits plats. Donc lui aussi devait arriver à peu près 10 jours avant la date pour pouvoir faire certains plats, les mettre au congélateur et puis être au petit soin avec moi, et puis pour qu'on passe aussi un petit peu de temps ensemble ici. Et donc tout ça, on avait déjà fait aussi acheter son berceau avec ses affaires. Et puis pour l'accouchement lui-même, ça je pourrais vous faire une vidéo séparée, j'avais déjà regardé des vidéos d'accouchement avec les choses que moi je voulais préparer pour la maison avec moi. C'est pas quelque chose que mon médecin m'a demandé d'avoir, c'est des choses que moi j'ai dit au médecin que j'allais avoir parce que j'avais vu que c'est dans les kits d'accouchement à la maison. Le médecin et les sages-femmes, eux, vont venir avec tout ce qui est aspect médical. Donc, je sais pas moi, respiratoire, stéthoscope, etc., etc. Donc moi, c'est plus pour s'assurer que mes draps sont protégés, mon matelas est protégé, quoi encore, mes lingettes de maternité réutilisables, des petites affaires comme ça. Et je pourrais vous faire une vidéo séparée pour vous montrer ce que j'ai. C'est aussi des choses que je pense que vous pouvez amener avec vous si jamais vous accouchez à l'hôpital ou dans une clinique, que vous pouvez emporter. Et donc, une fois que tout ça était déjà en place, on attendait juste chaque jour en attendant qu'elle arrive. Et je me souviens que le jour où j'avais ma dernière consultation avant la semaine où elle devait venir, donc le matin, je me lève et je vois que j'ai une discharge un peu brune, et ça c'est le bouchon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas toujours la perte des os qui nous indique. Avant ça, il peut y avoir le bouchon, et le bouchon en fait, c'est le bouchon qui bouche l'utérus, au niveau de l'utérus, au niveau du cervix pour fermer, pour s'assurer que les bactéries ne peuvent pas entrer en fait. Donc je vais aux toilettes et je vois ça, et comme ça m'était déjà arrivé pour mon fils, je savais que ça va être aujourd'hui. Mais j'avais pas de contraction encore. Alors, j'appelle quand même le médecin, j'envoie un petit message texto sur WhatsApp en lui disant voilà, le bouchon est là ce matin, est sorti ce matin, a commencé à sortir. De toute façon, je te tiens au courant parce qu'on a un rendez-vous cet après-midi vers 16 h. Donc, à cet après-midi, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, on se voit cet après-midi. Un peu après, j'ai commencé à avoir les contractions. Je lui ai texté en disant oui, je commence à avoir les contractions, ça me fait pas mal, elles sont à 15 minutes. Elles durent 10 secondes, 10-15 secondes, elles sont à 15 minutes d'écart. Et bon, je continue ma journée, on se voit cet après-midi. Et donc là, j'ai informé mon mari, j'ai dit ah, les contractions sont là. Je sais pas, ça m'a l'air plus lent qu'avec mon fils, elles sont pas très intenses les contractions. Donc je sais pas si ça va être pour aujourd'hui en fait. Je me souviens que j'avais dit ça à mon mari. Et puis bon, je fais la journée, j'ai continué ma journée, je suis partie cuisiner, et puis cuisiner, je suis partie faire des choses que je faisais. Les derniers petits rangements de ses habits, etc. Et là, je commençais à avoir des contractions qui sont quand même un peu plus longues, mais qui ne me faisaient pas mal. Donc j'étais capable de continuer à marcher, à bouger. Donc là, on se prépare, on descend, on va à la clinique. On arrive à la clinique, il y avait beaucoup de monde, j'ai dû attendre un petit peu. Et puis c'est pendant que j'attendais que je vois que les contractions deviennent un peu plus fortes. Là, je commence quand même ça prend mon attention et je commence à dire, ouais, ça me fait quand même un petit peu mal. Pas trop intense, mais comme un peu des crampes de règles, un peu plus fort que les crampes de règles. Quand même de quoi remarquer mon attention et me dire que, c'est pas rien, quoi. Ensuite, on va pour faire la consultation avec le docteur. Et le docteur, bon, on parle un petit peu comment tu te sens, ouais, je me sens bien, bon, ce matin, il y a quelque chose qui a bougé, il dit, ah, ok.
Et puis on discute un peu de comment ça se passe. Il touche un peu le ventre, il voit il est toujours en bonne position. Il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème. Je dis oui, bon, j'ai un peu, je sens les contractions, mais c'est gérable. Et puis là, il dit bon, il va regarder un petit peu. Là, il regarde. Et puis, bon, on se rassoit. Après, il me dit, il faut que je rentre à la maison tout de suite. Il dit à mon mari, il faut rentrer à la maison tout de suite. J'arrive avec la sage-femme. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un peu le cerveau de femme enceinte, de femme qui va accoucher, parce que dans ma tête, je ne sais pas pour quelle raison, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on se hâte? Ça ne va pas être pour aujourd'hui. Alors que mon mari, il me dit toujours que non, le médecin a dit clairement que c'était pour dans pas longtemps. Moi, j'avais pas entendu ça, j'avais quand même complètement zappé cette partie-là, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis donc là, on reprend la voiture, on retourne. Le médecin, il nous suit derrière avec la sage-femme de service pendant qu'il appelle la deuxième sage-femme qui devait être présente. Et ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler avec ma rencontre avec les sages-femmes avant l'accouchement, parce que ça, il a quand même organisé une rencontre pour que je sois assez familière avec les personnes qui allaient être présentes. Et puis, sachant que si elles sont prises le jour où j'accouche, il amènera 2 personnes que je ne connaîtrais pas. Mais ça, c'est normal, quoi, c'est une urgence. Mais donc là, il se trouvait que les 2 sages-femmes qu'il avait appelées, il y en avait une que j'avais déjà bien rencontrée, et puis il y en avait une qui était à la clinique que je voyais tout le temps quand je venais. Donc même si on ne s'était pas rencontrés de façon formelle, on se connaissait déjà. Et puis, parce que la deuxième qui était originellement, qui devait être avec nous, elle était prise ailleurs. Et puis la sage-femme qui était avec moi, que j'avais déjà rencontrée, c'était une sage-femme qui est française en fait. Mais bon bref, ça je pourrais vous donner ces détails-là dans une autre vidéo. Et donc là, on arrive à la maison avec la maison. De toute façon, le matin, quand j'ai vu le bouchon, j'avais déjà préparé le lit était prêt. Donc quand on rentre, le médecin il dépose la sage-femme et puis il s'en va parce qu'il va retourner, il me dit que la sage-femme va le rappeler pour venir quand ce sera plus proche du moment d'accoucher. Okay? Donc moi je dis ok, je sais pas trop, on revient, je pense qu'il était autour de 18h, ouais, 17h30, 18h. Et donc là, moi je sens, les contractions sont quand même pas mal intenses, donc là à chaque fois qu'il y a une contraction, je dois m'arrêter, souffler un peu. Et donc, je descends de la voiture, je m'arrête, je souffle, je marche super vite, ensuite je m'arrête, je souffle. Mon mari m'a même pas vu rentrer dans la maison tellement j'ai fait ça vite. Entre les contractions, je marchais super vite pour pas perdre de temps. Et puis, donc j'arrive dans l'appartement, je vais direct dans la chambre. Dans mes appartements, je vais dans la chambre et puis je m'installe sur le lit. Dans la position, en fait, c'est une position de détente pour permettre vraiment aux contractions de laisser passer les contractions comme des vagues et puis de se détendre au maximum. Donc je viens, je m'allonge et puis je dis, ils me demandent s'ils ont besoin d'allumer la lumière. Je fais non, vous pouvez laisser la lumière éteinte et puis je vais juste rester là à attendre. Et en fait, ce que moi j'attendais que les contractions intensifient pour que je dise ok, là ça me fait vraiment mal, c'est que l'accouchement se passe maintenant en fait. Donc dans ma tête c'était ça que j'attendais. Je me disais pour le moment c'est gérable, je respire, je me détends, ça va. Et donc la sage-femme qui nous rejoint, la française, elle arrive, elle me dit il faut que je te check pour voir. J'ai vu que elle me dit quand le médecin m'a regardé à la clinique, j'étais à 4 cm de dilatation. Et puis donc là elle me dit il faut que je regarde un peu. Donc elle regarde, elle me dit « Oh ben là tu es déjà à 6, ça progresse bien, ça avance bien !» Donc là j'ai dit « Ah ok, donc moi j'ai vraiment pas... Tout ce que je me dis c'est qu'elle me dit « Ah ben t'as l'air de bien gérer », donc je me suis dit ça va pas être pour tout de suite, donc je dis « Ok ». Elle va s'asseoir au salon, moi je continue, je m'allonge, je reste là, j'ai même fait comme un petit somme. Après, bien sûr les contractions te réveillent pour te dire que ça va pas non plus dormir tout le truc. Et là, les contractions me réveillent, je commence à juste être un peu plus... à respirer un peu plus de façon un peu plus profonde. La sage-femme, elle vient, elle me dit « Oh, je suis à 8 cm et tout, donc je suis pas encore dilatée. » Et là, je lui dis « Bon, les contractions sont un peu plus fortes, là, je dois vraiment me concentrer. » Et puis elle me dit « Oui, mais t'es à 8 cm, faut pas pousser ni rien, tu m'appelles. » Donc je dis « Ok. »
je continue d'attendre. Et puis, bon, comme elle m'avait dit que c'était pas encore complètement dilaté, mais moi je sentais que les contractions deviennent plus intenses, il se passe quelque chose. Et puis, ma fille était clairement plus bas. Donc là, je me suis dit, il y avait, dans le livre de la sage-femme, il y avait une petite astuce pour accélérer la dilatation ou s'assurer que la dilatation se produise. Donc là, j'appelle mon mari, on fait le petit truc. Et puis, ça marche, quoi. La sage-femme, elle revient, elle fait « Oh ouais, là, t'es complètement effacée, elle va pouvoir venir. » Donc comme j'étais allongée dans la position relax, là, je dis « Moi, il faudrait peut-être que je me mette dans une autre position. » Donc là, elle me demande « Dans quelle position tu veux aller ?» Donc là, je me dis, ok, je vais me mettre à quatre pattes. Je me mets à quatre pattes sur le lit. C'était un peu inconfortable. Et puis je me dis, je ne sais pas combien de temps je vais être à quatre pattes. Donc je me suis dit, je veux pas, faut pas que je me fatigue trop. Donc je lui ai demandé de m'apporter le ballon de naissance. Et j'ai utilisé en fait pour soutenir mon avant-bras, le haut de mon corps. Et je m'étais en fait en train de me relaxer sur le ballon de naissance. Donc j'étais quand même à genoux et puis sur le ballon de naissance, quoi. Et donc là, les contractions continuent, je me relaxe et tout à coup, je dis à la sage-femme qui était venue, je dis « Oh, je pense que je vais devoir pousser parce que j'ai envie de pousser. » Et ça, c'est une autre chose que je voulais absolument avoir parce qu'avec mon fils, avec le médecin, lors de l'accouchement avec mon fils, c'est le médecin qui me disait « Ok, pousse maintenant, on retient. » Moi, je lui ai dit « Non, je veux vraiment que ce soit physiologique parce que je voulais ressentir moi-même ce sentiment de « c'est le moment de pousser ». Et avec cet accouchement à domicile, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir être complètement en connexion avec moi-même, mon corps et mon bébé pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quand. Et donc là, quand je dis à la sage-femme « J'ai besoin de pousser, là, il faut que je pousse. » Et là, elle me dit, attends, elle se met en position et elle me dit, ok, vas-y, tu peux y aller. Je commence à pousser. Allez, une fois, deux fois. La contraction s'arrête, alors je souffle. Après, elle me dit, après une autre contraction, je pousse encore une fois. Et là, elle me dit, oh, on voit, c'est la poche d'eau, elle n'est pas encore rompue. Donc la sage-femme me demande, est-ce que tu veux que je rompe la poche d'eau pour toi ? Et là, je lui dis, attends, j'ai une autre contraction, là, ne fais rien. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on ne voulait aucune intervention à moins que ce soit nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire de rompre une poche d'eau alors que le processus est en cours? Non, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Et de toute façon, j'avais même pas eu le temps de lui dire que là, je sens une contraction qui vient et ça me force à pousser. Ça me donne l'envie de pousser. Alors, je pousse. Et du coup, slash, on entend la poche d'eau qui se rompt et je sens le liquide qui me coule dessus. Et donc là, elle fait « Ah, ben ça s'est éclaté. » Je fais effectivement, dans ma tête, je me disais « Oui, effectivement, j'ai pas besoin que tu interviennes. En fait, c'est comme une réaffirmation que mon corps sait exactement quoi faire. » Et donc là, la poche d'eau qui se rompt, le truc qui sort. Et puis là, elle me dit « Est-ce que tu as encore envie de pousser ?» Je dis « Oui. » Après, elle me fait « Ok, vas-y. » Là, je pousse. Et je sentais, c'est comme une balle de tennis. Ça ne me faisait pas mal. Je sentais juste comme je suis en train de pousser une balle de tennis hors de moi. C'est l'image que j'avais dans la tête. Et là, je disais « Ok, oh là là, il faut que je pousse, il faut que je pousse. » Et après, il y a comme un pop. Une sorte de pop. En tout cas, j'ai senti comme quelque chose qui passe à travers. Et là, elle me fait « Oh, la tête est sortie. » Et là, je souffle un peu. Et la sage-femme me dit « Ben écoute, t'es pas obligé d'attendre la prochaine contraction, tu peux juste pousser. » Et ça, je pense que c'était une erreur. Je pense que j'aurais dû attendre la prochaine contraction avant de le faire. Et je vous dirai pourquoi après. Mais, donc là, elle me dit « Pousse, comme ça, le reste du corps. » Et là, j'ai poussé et elle est sortie effectivement tout de suite. Et c'était fini en fait. Ben, c'était fini, elle est sortie. La sage-femme l'a prise, je l'ai prise ensuite. Je me suis allongée, je l'ai mise sur moi. Et puis là, on la sentait juste en train de dormir avec son petit cœur qui battait. Elle était toute mignonne, toute mal. Oh, c'était tellement émouvant de la voir là. Et puis effectivement, toute la douleur est partie. Fini tout ça, j'ai même pu... J'étais juste tellement heureuse de la voir là, de voir qu'elle respirait, elle dormait paisiblement.
Et elle était tellement chou avec une touffe de cheveux sur la tête et des cheveux bouclés comme ma grand-mère. Et c'était juste tellement d'émotions à ce moment-là. Et ouais. Et donc, après ça, moi, je me demandais juste... après ça, on avait attendu, parce qu'on avait demandé au médecin de couper le cordon de façon décalée, donc d'attendre un peu, tout simplement pour permettre au sang qui est dans le placenta qu'elle reçoive le maximum de sang possible du placenta. Et ça, c'est une petite parenthèse parce qu'il y a des petites choses qu'on avait déjà planifiées avec notre médecin. C'était que le placenta, il n'emmènerait pas à l'hôpital ou quoi que ce soit, que nous, on garderait le placenta et on voulait faire quelque chose avec. On n'allait pas le manger, mais on voulait faire quelque chose avec. Et aussi que le cordon ombilical soit coupé seulement une fois que le placenta a fini de pulser, c'est-à-dire d'envoyer tout le sang qui reste à l'intérieur. Et ça, c'est super important parce que, surtout si vous avez de l'anémie dans votre famille, là, des études montrent maintenant, moi je l'avais conçu sans forcément les études en appui, mais les études démontrent que lorsque les enfants pour lesquels on laisse le cordon ombilical attaché au placenta pulser, ils reçoivent tout le reste du sang et ça minimise les formes d'anémie ou de carence de fer parce qu'ils ont reçu le reste du sang qui était dans le placenta. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu faire. Ensuite, mon mari a pu couper le cordon ombilical et puis même pas une fois que ça a été fait, je dois dire que après que le bébé soit sorti, 5 minutes après, le placenta était dehors, sans complications ni rien, et je saignais pas énormément, c'était presque fini. J'avais eu le temps de laisser le bébé avec la sage-femme et mon mari, d'aller prendre une douche, de revenir, et puis de pouvoir couper le cordon et tout ça. Et après, on a pu l'habiller et tout, et donc là, le médecin nous a dit au revoir, il est parti. Et je ne me souviens pas quand est-ce qu'il est arrivé exactement, donc ne me demandez pas. Par contre, la sage-femme une des sages-femmes est partie avec lui. Et puis la sage-femme qui était française est restée avec moi. Et elle est restée quelques heures, c'est justement pour s'assurer que justement je ne suis pas en train de trop saigner ni rien, que je vais bien, que je me sens bien aussi. Et c'était un peu un clin d'œil avec elle parce que ça, je ferai une autre vidéo séparée là-dessus parce qu'elle avait plein de peur pour moi de ci, de ça qu'elle avait vu. Et finalement, elle a vu que tout son sac de médicaments d'intervention qu'elle avait amené, elle a utilisé rien de ça. Et je pense que ça lui a donné beaucoup plus aussi de réassurance, que comme quoi un accouchement à domicile n'a pas besoin d'avoir toutes ces complications, toutes ces terreurs. Et d'avoir, pour elle, c'était son premier accouchement à domicile. Et je me souviens que l'autre sage-femme aussi, quand j'ai fini, quand le bébé est sorti, elle m'a regardée et elle m'a fait « Waouh, vous êtes courageuse !» Et je lui ai dit non, mais je suis tellement contente d'avoir le bébé, courageuse. Oui, c'est une forme de courage quelque part, et ça, on aura le temps d'en parler. Mais c'est parce qu'elle était stupéfaite en fait que j'avais quand même pris beaucoup sur moi. Et je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un moment où j'étais sur le ballon et que j'étais en train de pousser. Et j'ai commencé à respirer un peu trop vite. Et je me souviens, mon mari est venu et puis il m'a dit « Calme-toi, respire plus profondément et lentement, ça donnera plus d'oxygène au bébé. » Et ça m'a remis dans la zone avant qu'on finisse de pousser et qu'elle soit sortie. Donc mon mari, il était là pour me donner le ballon. Il était là un peu sur le côté comme... Sa présence uniquement était déjà super rassurante. Entre-temps aussi, mes parents, ils étaient là, ils étaient dans le salon en train d'attendre avec mon fils. Mon fils m'avait dit, lui était dans sa chambre en fait, il m'avait dit, ça il faudrait que je fasse une autre vidéo séparée pour ça. Comment se préparer à l'accouchement à domicile, comment préparer vos autres enfants. Mais bon, donc elle est née et puis on était juste... tout le monde a pu venir la voir, mes parents qui étaient là, mon autre frère, mon fils aussi, mon mari. On a eu notre petit moment à 4. Et puis après, tous les autres sont venus. Et
Et elle était tellement, juste tellement mignonne. Elle s'est mise, je l'ai aussi allaitée pour qu'elle ait un peu de colostrum tout de suite. Et voilà, l'aventure a commencé. Je vous parlerai après un peu du postpartum parce que c'est un bébé exceptionnel qui continue de m'apprendre et de nous apprendre tout le temps. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que elle est tellement chou. J'avais posté une photo d'elle sur la comment on appelle ça, sur la page de membres. Donc vous allez pouvoir la voir et la voir dans mes bras quand elle est née. Je pense que la photo avait été prise à quelques semaines de sa naissance. C'était tellement un cadeau. Et puis c'est aussi une réaffirmation de soi, de savoir qu'on est capable d'aller dans l'inconnu, dans ce mystère qui est cette zone, ce portail pour aller chercher le bébé et l'amener dans ce monde avec nous et l'encadrer et puis lui donner la main en fait, parce que je la sentais qui poussait, qui descendait et que je lui disais oh descends et puis je suis là pour t'accueillir, etc. Et sans aucune complication, c'est magique et c'est vraiment un moment que je suis contente de pouvoir partager avec vous et j'espère que ça va inspirer certains d'entre vous de savoir que oui, vous avez la force de le faire si toutes les autres conditions sont réunies et de le faire chez vous, dans votre sanctuaire que vous avez préparé vous-même. Donc vous avez aussi la possibilité d'avoir ces affirmations que vous allez dire pendant votre grossesse à l'endroit où vous allez accoucher. Donc d'avoir cette vibration-là, cette énergie-là autour de vous le jour où vous allez accoucher, qui pour moi fait but de protection aussi. Et puis bon, il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi pour celles qui prient, pour celles qui sont... Vous avez des petites choses que vous pouvez faire par vous-même. Moi je partagerai les miennes un peu plus tard ou dans le cours. Mais j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous toucher et vous inspirer aussi, que ce soit pour un accouchement à domicile ou un accouchement quel qu'il soit, fait en bonne santé. Donc merci, bien sûr, si vous avez d'autres questions, laissez-les en dessous. Et puis sinon, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.